Merci d'être là, en grand nombre. Merci Marc Fesneau, Monsieur le Ministre. Donc on va essayer de réfléchir avec le ministre autour de quelque chose dont on entend beaucoup parler sur les ondes aujourd'hui depuis quelque temps, l'idée de souveraineté alimentaire. Alors puisque le thème, malgré toutes ces rencontres d'histoire, c'est la mer, il ne faut pas perdre de vue que le ministre de l'Agriculture est ministre de l'Agriculture et de l'aquaculture. Donc ça veut dire aussi de la façade maritime. Et tout de suite, je vais lui poser la toute première question. Est-ce que cette idée de souveraineté alimentaire, il faut la penser de manière terrestre, ou est-ce que, compte tenu des façades maritimes françaises, c'est aussi quelque chose qui concerne l'aquaculture pour le ministre de l'Agriculture que vous êtes? Merci beaucoup. Très heureux de vous retrouver au rendez-vous de l'histoire. Alors c'est vrai que, voyant le thème se découvrir l'an dernier sur la mer, je n'étais pas ministre de l'Agriculture, mais étant invité à intervenir sur la souveraineté, je voyais mal le lien avec la terre, si je peux dire. Encore que terre et mer sur les questions alimentaires, ce sont des éléments évidemment qui se complètent. J'aurais tendance à dire, d'abord, la question de la souveraineté ne se pose pas que d'une question alimentaire. C'est une question qui est apparue de façon très évidente à nous tous quand est apparue la crise Covid, sous tous les aspects de la souveraineté que ça pouvait recéler. Et là, on n'était pas du tout dans l'alimentaire, encore que la question alimentaire est une question importante et une question prégnante. Et deuxième élément, quand il s'agit de souveraineté alimentaire, évidemment, la question de la souveraineté alimentaire est une question qui traite à la fois des questions alimentaires liées à l'activité agricole et des questions alimentaires liées aux activités aquacoles ou plus maritimes. Peut-être la seule différence, j'ai essayé d'y réfléchir avant de vous rejoindre, c'est que le produit qu'on utilise ou le produit final qui va dans nos assiettes, en l'occurrence le poisson maritime, les affaires maritimes et les affaires de pêche sont plus liées quand même à la gestion globale des écosystèmes. Et on est plutôt dans une logique de prélèvement plutôt que de culture. L'aquaculture, c'est un mix des deux. C'est dans l'eau le sentiment qu'on procède de process qui sont des process plutôt agricoles. Mais dans le domaine maritime, pour ce qui est de la pêche elle-même, l'essentiel du sujet, c'est de préserver les espèces pour s'assurer de la durabilité des espèces qui a été fait depuis très longtemps. Et deuxième élément, de s'assurer que les écosystèmes permettront de continuer à pouvoir s'alimenter à partir des animaux de la mer. Pour ce qui est de la terre, il y a une responsabilité qui est encore plus prégnante, puisque évidemment l'ensemble de l'écosystème terrestre, en tout cas sur le sol français, c'est un écosystème dont on peut dire qu'il est anthropisé. Il est lié à l'activité de l'homme, en tout cas dans l'espace hexagonal. Et donc la présence agricole est une présence qui évidemment est une présence éminente pour s'assurer de la souveraineté alimentaire. C'est peut-être la seule différence que je ferais en termes de problématiques. Après, pour ce qui concerne ce qui relève de l'aquaculture, on est dans un domaine mixte, effectivement. Et donc c'est là qu'il y a un point de jonction ou un pont entre la mer et la terre. Alors l'autre petit point de rencontre, ou en tout cas d'interrogation qu'on peut avoir, si je prends votre première réflexion sur la mer, la façade maritime, et au fond, on est subordonné à la perpétuation des espèces, on va dire, au maintien des écosystèmes. Des écosystèmes. C'est valable aussi en agriculture. Alors, effectivement, mais c'est pas inintéressant, c'est que cette idée de souveraineté alimentaire arrive en même temps qu'une forme d'interrogation sur les modes d'agriculture ou de culture dominants qui ont, on va dire, traversé les 50 dernières années. Oui, et d'ailleurs, on voit bien que certains peuvent, dans le concept de souveraineté, venir l'opposer au concept parfois de transition nécessaire dans le monde agricole. Or, moi, je pense que l'un va avec l'autre. Pourquoi ? Parce que d'abord, vous êtes, si je prenais le sujet le plus évident qu'on a vécu, y compris cet été, en réflexion de dérèglement climatique, de toute façon, le système de souveraineté ne fonctionne pas tel que le dérèglement climatique nous est décrit. Je demandais il y a 3 ou 4 jours au président de l'INRAE d'essayer de savoir s'il pouvait nous faire un modèle en disant facteur de production équivalent. On ne change rien à la manière dont on produit. Simplement, on introduit le dérèglement climatique et ses effets sur le sol, sur la biodiversité, sur la pluviométrie. Et ils me disent il faut qu'on travaille là-dessus effectivement parce que sans doute le modèle, il dit que sans rien changer, on perd en souveraineté. En subissant simplement en disant c'est le dérèglement climatique qui
l'érosion des sols qu'on connaît déjà, qui est liée pour une part, pas seulement mais au dérèglement climatique. Je disais, facteur de production équivalent. On ne change rien des pratiques. De toute façon, on perdrait en souveraineté, probablement. Donc c'est intéressant de regarder avec l'INRAE, et on va leur faire ce travail, de dire le problème de la souveraineté n'est pas un problème qui vient s'opposer aux évolutions nécessaires liées au dérèglement climatique, aux grandes transitions écologiques qu'on a à faire, il vient le complémenter. Il n'y a pas de souveraineté si on ne règle pas ces questions de transition. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je pense que le moment dans lequel on est n'est pas un moment où on doit opposer souveraineté. La souveraineté, on aurait tendance à dire souveraineté égale productivité égale production, et donc ça vient s'opposer à la nécessité de faire les transitions agroécologiques. Or, les transitions agroécologiques vont être, pour une grande part, la solution au sujet de souveraineté qui se pose devant nous, compte tenu des éléments du dérèglement climatique. Le sujet, comment dirais-je, de l'appauvrissement des sols est un sujet très éminent, et l'appauvrissement des sols, c'est un sujet de productivité et de souveraineté. Et donc, en traitant l'un, on est capable de traiter l'autre. Alors, on pourrait avoir tendance à dire, le sujet, c'est plutôt de produire, parce que, qu'est-ce qu'on découvre? Enfin, on découvre. Il y en a plein dans cette salle qui ne le découvrent pas. Mais enfin, en tout cas, ça remonte à la surface, c'est que un certain nombre de gens très à l'est de la région centre, pour ne pas dire très, très à l'est de la région centre, c'est-à-dire M. Poutine, pour dire les choses simplement, ont compris il y a très longtemps que l'alimentation pouvait être une arme, que énergie, alimentation, vous pouviez dérégler le monde. Et à la vérité, la stratégie qu'il a eue a été une stratégie... Ils ont triplé, je crois, leur capacité productive et donc leur capacité géopolitique vis-à-vis de pays qui avaient besoin d'eux pour se nourrir. Même chose sur l'énergie. Et donc, il faut aussi penser l'alimentation. Je préférais que ça soit une arme de paix, que ça soit une arme de solidarité entre les peuples et que ça soit une arme d'émancipation. Sauf que c'est une arme de guerre. Et donc, il ne faut pas en rabattre non plus sur la question de la souveraineté et la capacité à se nourrir. Parce que quand vous n'êtes pas capable de nourrir les habitants de votre territoire, en fait, vous ne pouvez pas parler de la même façon que quand vous pouvez les nourrir. Et on l'a bien vu à l'ONU, d'ailleurs. Quand vous avez des gens à qui on dit « Moi, je ferme le port d'Odessa. Si je ferme le port d'Odessa, je ne peux plus vous nourrir. » Vous dites « Mais ce n'est pas de ma faute. C'est la faute des Européens. » Et vous voyez que, du coup, l'arme alimentaire est une arme importante. Mais il ne faut pas la prendre seulement sous cet angle-là. Il faut la prendre aussi sous l'angle, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, c'est ce que j'essaie de promouvoir, dans le monde déréglé sans les dérèglements géopolitiques, déréglé climatiquement, c'est l'un et l'autre qu'il faudra combiner. Transition agroécologique, transition écologique, transition énergétique, et en même temps, la vocation qui est quand même de pouvoir nourrir sa population. Alors, tout de suite, on sort un tout petit peu du sujet, mais c'est intéressant. Par exemple, face au dérèglement climatique et à cette idée de maintien des écosystèmes, on a par exemple quelqu'un d'aussi inattendu qu'Hubert Védrine qui dit, finalement, ce sont les prémices d'une gouvernance mondiale. C'est-à-dire qu'au fond, nous devons aussi penser une gouvernance mondiale par rapport à ces enjeux-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Les enjeux de souveraineté alimentaire ou du dérèglement, vous voulez dire? Non, les enjeux de souveraineté alimentaire passeraient par une forme de gouvernance mondiale. Parce que le dérèglement climatique, le GIEC est capable, et l'INRAE est capable aussi de produire à un niveau même infrarégional ce que va produire le dérèglement climatique, c'est-à-dire les quantités de précipitations, l'arythmie de précipitation, la question des températures qui changent des choses assez profondes. Je vous donne un seul exemple juste pour illustrer ce que ça veut dire. Vous avez des systèmes en France qu'on a beaucoup développés dans le Massif central, qui sont les systèmes extensifs sur prairies. Sauf que les prairies en rythme sécheresse plus embêtant encore, à plus de 25 degrés, à maximum, une prairie, ça ne pousse plus. Donc quand vous êtes avec 30 ou 40 jours d'épisodes caniculaires, vous avez de toute façon un sujet qui va se poser. Et ce sujet, si on est capable de le faire à niveau infrarégional, le sujet va se poser de la même façon au niveau supranational, c'est-à-dire au niveau international. Et donc cette question de la gouvernance mondiale de l'alimentation, comme œuvre de paix et de progrès entre les peuples, si je peux dire, évidemment c'est un sujet... Alors j'ai du mal à penser que le moment soit complètement facile pour traiter ces questions en multilatéral quand on voit tant de tensions au niveau international. Mais à la fin des fins, cette question de la souveraineté liée au dans le cadre du dérèglement climatique, si elle n'est pas réglée à niveau international, on n'arrivera pas à la régler parce que ces dérèglements qu'on voit au niveau national, on va les voir au niveau international. Je donne un exemple juste qui est un exemple presque anecdotique, mais qui illustre bien les choses. On a fait le choix collectivement, quand je dis collectivement, enfin personne n'a fait le choix. Le choix s'est fait, c'est imposé. Ce que certains appelaient la mondialisation heureuse, de ne faire de la moutarde qu'au Canada. Bon. Vous avez tous un peu cherché de la moutarde, sans doute, cette année dans les supermarchés.
parce que tout était au Canada, sauf que le Canada avait été victime d'épisodes de calamités météorologiques qui ont fait qu'ils ont plus de graines de moutarde. Ils ont plus de graines de moutarde. Et donc on s'est rendu compte tout d'un coup qu'en laissant, alors ça paraissait pas un produit essentiel, mais enfin ça peut manquer quand même. Mais ça paraissait pas un produit essentiel, mais le fait qu'on ne soit pas posé, là c'est anecdotique, mais qu'on ne soit pas là posé la question de comment on gouverne globalement sur un produit ou sur plusieurs produits, le besoin, dans des systèmes qui vont être très déréglés, donc on n'a pas d'assurance. Nous étions dans un pays où globalement on savait à peu près combien on produisait de millions de tonnes de céréales, globalement, parce qu'on était un pays tempéré. Et beaucoup de pays étaient, enfin un certain nombre de pays étaient comme nous. Sauf que même les pays tempérés vont avoir droit à des épisodes climatiques qui vont être plus virulents, plus violents, plus durs. Et donc la gouvernance mondiale va nécessiter, juste pour compléter, c'est la gouvernance mondiale est nécessaire pour essayer de s'assurer, au sens alimentaire du terme, que si une région fait défaut, une autre peut se substituer et que tout ça nécessite des partenaires qui soient loyaux, des partenaires qui soient transparents sur les marchés, qui ne fassent pas œuvre de spéculation et qui se disent globalement, le sujet, c'est pas de nourrir seulement son territoire, le sujet, c'est de nourrir la planète. Parce qu'on pourrait se dire, après tout, tant qu'en France, on peut se nourrir, mais d'abord, c'est un sujet éthique et moral pour moi de nourrir tout le monde, et deux, c'est un sujet géopolitique. Parce que si à vos frontières, vous n'êtes pas capable de nourrir les gens, quand vous mourrez de faim, il n'y a qu'une solution, c'est pour ça que je suis toujours fasciné des gens qui ont des discours un peu faciles sur les questions migratoires, parce que quand vous mourrez de faim, il n'y a qu'une solution, c'est vous prenez votre valise et vous partez. Et donc, si vous n'êtes pas capable de nourrir les gens, quand vous pouvez prendre une valise d'ailleurs, quand vous n'êtes pas capable de nourrir les gens, vous organisez, au-delà du dérèglement climatique et alimentaire, du dérèglement géopolitique. Et donc, évidemment, il y aurait un besoin de gouvernance mondiale. Est-ce qu'on a les outils de la gouvernance ? Je ne suis pas sûr. Ça nécessiterait aussi qu'on travaille un peu plus, qu'on essaie de faire au travers de différentes initiatives qui ont été portées par le président. Il faut qu'on essaie quand même, dans un certain nombre de territoires, de retrouver de l'autonomie alimentaire. Ce n'est pas facile partout. Hein, on va pas Il y a un certain nombre de territoires qui, jamais, compte tenu de ce qu'est leur configuration de sol, de climat, de leur hyperdensification, ne pourront pas, à eux seuls, sur leur seule terre, et on a besoin de laisser des terres aussi qui soient non soumises à activité agricole, ne pourront pas nourrir leur population. Et donc, c'est ces grands équilibres-là qu'il faut essayer de traiter. Alors justement, c'est-à-dire que même les zones, vous l'évoquiez tout à l'heure, j'allais dire les plus protégées comme les nôtres, plus tempérées, finalement découvrent qu'elles vont être exposées à des handicaps climatiques de plus en plus évidents par le réchauffement climatique. Alors est-ce que finalement parler d'autosuffisance alimentaire ou de souveraineté alimentaire, y compris dans des zones jadis protégées mais qui vont l'être de moins en moins ou de plus en plus exposées, ça n'est pas rajouter une difficulté aux difficultés? Il me semble qu'on ne peut pas penser l'autosuffisance, ça ne peut pas être une question simplement auto-centrée, si je peux dire les choses comme ça. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être capable de nourrir sa propre population pour avoir réglé le problème du monde, et y compris notre propre problème. Il est quand même mieux que sur les facteurs de produits. Alors, quand c'est la moutarde, c'est moins grave. Si c'était sur les céréales, ça serait plus ennuyeux. Il est quand même mieux que nous nous assurions du fait que nous sommes capables de nourrir de biens essentiels en termes d'alimentation nos populations. Le bien essentiel, à vrai dire, c'est la céréale, parce que la céréale, après, c'est l'alimentation animale. Donc, pour faire une caricature, hein, j'y vais un peu à la hache sur le sujet. Mais évidemment, penser l'autosuffisance sans penser que nous aurions des années où nous aurions nous-mêmes un défaut de production, et donc que nous aurions besoin de la solidarité des autres, ou que d'autres pourraient avoir besoin de notre propre solidarité, ça serait un risque. Tout le monde se souvient, en tout cas les plus loiréchériens d'entre nous, de l'épisode de 2016, dans le département du Loir-et-Cher, qui était un épisode sur une grande partie de la Beauce, région productrice de céréales s'il en est, d'inondation. Je ne vais pas être catastrophiste, parce que les collapsologues ne manquent pas, donc je ne vais pas rajouter... Je ne compte pas être dans la liste des collapsologues, mais plutôt ceux qui essaient de trouver des solutions, même s'il faut affronter les sujets. 2016, c'est un épisode de dérèglement climatique. Voilà. Dans mon propre village qui a été inondé, plutôt plat, puisqu'il est en Beauce, on a pris 180 mm en 72 heures, ce qui n'arrive jamais chez nous. Voilà. Et ça, c'est un avatar du dérèglement climatique. Et donc, dans un système déréglé climatiquement, penser qu'il suffit juste de s'assurer de sa propre production tous les ans pour s'assurer de sa souveraineté à soi, d'abord, et ne pas se soucier de la souveraineté des autres, ensuite, c'est prendre un risque immense. Même si aujourd'hui, M. Poutine triomphe sur les questions alimentaires, il peut lui arriver un épisode de sécheresse, il peut lui arriver un épisode de gel massif,
qui fasse qu'un jour, eux fassent défaut. Or, ils ont une place prééminente dans le marché mondial, en particulier des céréales. Donc on a besoin de construire un système qui quand même réfléchisse à sa propre capacité à produire. Et plus les pays du monde auront une capacité à assurer un minimum, et le minimum pouvant être pour nous plutôt un maximum, mais à faire plus que ça, c'est à se dire qu'est-ce que je prends comme à-coup, parce que l'activité agricole a ça de particulier, par rapport à la mer d'ailleurs sans doute. La mer, c'est du temps long, c'est des écosystèmes, c'est de la gestion d'espèces, me semble-t-il. La question agricole est une question qui est éminemment liée, annuellement quasiment, aux questions météorologiques. C'est une production à ciel ouvert. Et pour les plus jardiniers d'entre vous, on sait que la production à ciel ouvert, ce n'est pas des facteurs qu'on maîtrise tout à fait. On peut maîtriser sa propre technique, sa connaissance de la production, mais enfin, si vous avez un épisode de grêle, vous avez un épisode de grêle, et vous ne pouvez rien y faire. Et donc, si on ne raisonne pas dans ce moment où on aura beaucoup plus d'à-coups comme ça, notre souveraineté, notre autosuffisance, éventuellement ce que j'entends et ce que je peux entendre parfois, je comprends que ça puisse se challenger philosophiquement, notre capacité à dire que chacun soit autarcique dans sa capacité à produire et on s'évitera des ennuis. Je pense qu'on prend un grand risque, y compris pas seulement pour les autres, on prend aussi un grand risque pour nous. Alors, l'idée de souveraineté alimentaire, vous l'avez évoqué tout à l'heure, au fond, le concept de souveraineté, même pas uniquement alimentaire, j'allais dire économique, énergétique, tout cela s'est posé de façon très nette au moment de la Covid, de la crise de la Covid, où là, au fond, on a eu une espèce de monde qui s'est arrêté et où on s'est rendu compte que les échanges ne fonctionnaient plus de la même façon et que se posait la question, au fond, des souverainetés de chacun des États. Alors, est-ce qu'il faut considérer que la souveraineté alimentaire, elle est, je veux dire, la conséquence de ce qui s'est passé à ce moment-là et des interrogations qu'on a, y compris dans d'autres domaines, autour de la souveraineté, ou est-ce qu'elle est d'abord imposée précisément par, on va dire, je vais pas prendre un terme de collapsologue, mais en tout cas, le changement de paradigme climatique qui nous oblige à penser l'agriculture autrement. C'est-à-dire où ça se situe. Est-ce que c'est la conséquence d'un discours de souveraineté qu'on entend tout le temps, aujourd'hui, à plusieurs niveaux, ou est-ce que c'est une singularité par rapport à la question agricole elle-même ? Non, je crois que c'est un sujet global qui vient nous interroger collectivement sur ce qu'on a laissé filer d'une forme de mondialisation un peu erratique. Il me semble, d'abord, c'est ça. Ça n'est pas que le produit du moment ukrainien ou du moment du dérèglement climatique. Je dis souvent ça, je me souviens quand j'étais plus jeune à l'école, parce que c'était d'ailleurs ce que pensait globalement la société, on nous expliquait à juste titre qu'il y avait 3 types d'économies, l'économie primaire, l'économie secondaire et l'économie tertiaire. Qu'au fond, l'économie primaire, la pêche et l'agriculture, c'était un monde un peu qui avait vocation à gentiment disparaître. On était plutôt de l'ordre du patrimonial et du traditionnel que de l'essentiel, si je peux dire les choses comme ça. Et puis que le monde de l'industrie, mais qu'il y avait des tas de gens qui faisaient mieux, plus productifs quand même, et c'est pas un reproche à ceux qui disaient ça, parce que c'était fondamentalement ce qu'on pensait. Et puis on disait qu'on allait vivre dans le monde merveilleux de l'économie des services, du loisir, et c'est pas un gros mot pour moi, et qu'avec ça, notre richesse, c'est que nous aurions l'inventivité, ce qui était un peu une offense faite aux pays tiers, parce que comme si les Indiens, les Chinois et les autres ne pouvaient pas être inventifs, avoir 2 ingénieurs, et d'ailleurs là où on produit le plus d'ingénieurs, c'est plutôt maintenant dans ces pays-là que chez nous, à vrai dire, en nombre, en volume. Évidemment, avec 1,3 milliard, c'est plus... c'est la base subventionnable, si je peux dire, est plus importante. Et donc, collectivement, on a quand même eu le sentiment que ça n'était pas un sujet central, si je peux dire. Mais c'est valable, quand je dis primaire et secondaire, c'est valable pour l'ensemble des activités de ces 2 pôles-là. Et donc, on en a rabattu en disant, c'est très bien, les Chinois font des masques, c'est très bien, les autres font ceci. Et on en a rabattu collectivement. Alors, donc, c'est plutôt une œuvre mondiale qui s'est construite là-dessus. On dit, on va hyper spécialiser des territoires. Il y a ceux qui produiront des biens, et puis d'autres qui produiront des services. Sauf que les biens sont quand même des éléments un peu essentiels à la souveraineté. Et deuxième élément, pour quand même dire l'autre pendant de la question, le dérèglement climatique, et par ailleurs le symbole particulier, c'est pas qu'un symbole d'ailleurs, le sujet particulier qui est celui de l'alimentation, quand vous voyez les révolutions, une grande partie des révolutions naissent de sujets d'abord alimentaires.
c'est rarement parce qu'on a manqué de voitures qu'on a fait des révolutions, hein, ou de masques. Alors encore que c'était des périodes où nous n'avions pas ces objets-là. On fait des révolutions parce qu'on crève de faim. C'est comme ça que ça part souvent. Et donc évidemment, ça remet en prééminence ce sujet-là. Et alors, ce qui vient se rajouter, ça c'est le temps historique, si je peux dire. Ce qui vient se rajouter, qui est un temps d'ailleurs très particulier, parce que le problème du dérèglement climatique, il n'est pas tout à fait dans le temps de l'histoire, parce que le problème du dérèglement climatique, c'est qu'il cavale vite. Et donc on n'est pas dans le temps d'un mouvement historique, on est dans un temps de mouvement presque quotidien. Enfin, quotidien, c'est excessif, mais le pas de temps, c'est 10 ans ou 5 ans. Le pas de temps, c'est pas 100 ans ou 1000 ans. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Alors le dérèglement climatique vient de porter cette question de la souveraineté de façon plus prééminente, compte tenu de l'importance du sujet alimentaire, mais vient de porter le sujet plus prééminent parce que le dérèglement climatique va venir taper encore plus dur ce sujet de souveraineté. C'est les deux à la fois, si je peux dire. Globalement, c'est un sujet, et nous nous étions éloignés de se dire, et non pas seulement sujet français d'ailleurs, l'ensemble de l'Europe a manqué de masques, de paracétamol. Enfin, j'ai découvert objectivement, et je pense que il y a une ultra-minorité qui le savait, que nous étions à ce point dépendants pour le paracétamol de pays tiers non européens. Moi, je pensais qu'une molécule comme ça se faisait plutôt... Alors, on fait des trucs très compliqués chez nous, c'est parfait. Enfin, parfois, on peut avoir besoin de paracétamol. Et donc, c'est né du Covid, cette prise de conscience. Alors, il y a des gens qui l'avaient dit, hein, mais sans qu'on arrive à voir ce que... C'est toujours pareil, en fait. Vous ne voyez les problèmes que quand vous êtes au pied du mur et que vous tapez dedans. La vérité, on vous dit attention, 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 attention. Mais l'histoire humaine est un sujet, on vous a dit attention la démocratie, attention l'économie, attention le sujet. Bon, tant que vous avez... C'est comme ça, c'est la nature humaine, politique comme la nature humaine tout court, est une nature où c'est au moment où on tape dans le mur qu'on se dit tiens, pourtant on s'était dit, il y avait des gens qui avaient dit, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est Covid. Mais le moment des règlements liés à la crise ukrainienne vient montrer de façon... C'est là que c'est encore plus compliqué sur le sujet alimentaire, me semble-t-il, parce que ça va être un objet de tension absolument terrible. En dérèglement climatique, ça va être un sujet absolument terrible, moi, je pense. Alors, on revient... Juste une toute petite digression, mais qui vient illustrer votre propos, quand tout à l'heure vous avez évoqué la croyance ouvertement partagée de secteur primaire, secteur secondaire, peu important. Je me souviens avoir interviewé tous les candidats de l'élection présidentielle de 2002, et ça n'était pas François Bayrou. Un des candidats m'avait dit « Mais l'avenir de la France, ce ne sera sans doute plus les voitures, et ça n'est assurément plus de faire des pulls. » Donc on était déjà très nettement ancré, et c'est pourtant pas si vieux, il n'y a que 20 ans. Petite digression. Alors simplement, si on reprend cette idée de souveraineté alimentaire, il y a deux lectures possibles aussi. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où, précisément aussi par les questions, j'allais dire, écologiques ou les préoccupations écologiques, on est en train de vous dire, finalement, l'important aujourd'hui, c'est le local. Il faut consommer local, il faut des circuits courts. C'est la chose qui va être mise en avant. Alors, est-ce que cette idée de souveraineté, elle doit s'appréhender de manière locale, mais auquel cas on va refabriquer des inégalités régionales parce que tous les territoires ne sont pas égaux par rapport à ce qu'ils peuvent produire ou pas, premier élément. Et deuxième élément, et on le voit à la faveur de la crise notamment ukrainienne, est-ce qu'il faut le penser, et ce serait une articulation entre le local et l'européen, précisément, c'était à l'échelle du continent. Et alors, dans ce cas, parce que quand on entend l'idée de souveraineté, il y a aussi le retour des États. Quid de l'État-nation ? Là, vous m'en faites lourd d'un seul tenant, si je peux dire. C'est tout à la fois, d'ailleurs, vous avez dit local, national, européen et probablement mondial, d'ailleurs, sur un certain nombre de sujets. Je pense qu'il faut jouer sur toutes les échelles. Moi, je trouve intéressant, en termes alimentaires, en termes de souveraineté, qu'on se repose la question du local, quand même. Parce que d'abord, c'est une façon, je vais le dire, pour les agriculteurs de retisser un lien avec leur territoire et pour les citoyens de retisser un lien avec leurs agriculteurs. Or, il y a diablement, moi qui suis au poste depuis 4 mois et demi, il y a quand même diablement besoin de se comprendre et de s'entendre, parce qu'il y aurait besoin plutôt de coopération que de confrontation dans le domaine, parce que c'est quand même des sujets qui sont beaucoup plus complexes, qui ne sont affichés sur les bandeaux de BFM, et qui nécessiteraient qu'on essaie de se comprendre et que chacun comprenne les contraintes de chacun, parce que c'est quand même un petit peu compliqué. Donc, premier élément, c'est un élément. Le local a un intérêt, c'est qu'il a un intérêt de dialogue démocratique.
de participation citoyenne, si je peux dire. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui intègrent des données, des citoyens qui allant dans les exploitations ou discutant simplement avec le producteur qui vend sur le marché, qui est à la ferme. Je trouve que c'est plutôt fructueux, ça, de ce point de vue-là. Est-ce que ça permet à soi seul de résoudre ces situations? D'abord, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées au niveau mondial, au niveau local, vous avez aujourd'hui, vous dites, je discutais l'autre jour, je débattais, d'ailleurs, on n'était pas forcément très éloigné mais de base assez éloigné, un locavore qui dit... Sauf qu'un locavore en 2016 en Beauce, j'ai plus de blé. Bon, alors je fais comment? Donc, obligatoirement, de toute façon, j'ai besoin de m'assurer chez le voisin de Nouvelle-Aquitaine, chez le voisin des Pays de Loire. D'abord, c'est quoi le local? Encore que la région est une région où il y a à la fois du blé et du vin. Oui, donc, mais quand alors, même... si on se console avec le vin, mais je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, mais il ne faudra peut-être pas quand même trop en abuser. Mais ce que je veux dire, c'est que le local, c'est quoi? C'est l'échelle communale, c'est l'échelle intercommunale, bassin de vie. Il me semble qu'à minima, au moins, c'est l'échelle intercommunale, parce que sinon, on est dans du déraisonnable. Mais de toute façon, dans un système de solidarité, je répète, en dérèglement climatique, vous ne pouvez pas simplement vous résoudre à ça. Deuxième élément, vous l'avez dit, toute région, et heureusement, c'est quand même la diversité. On ne peut pas à la fois faire l'éloge de la diversité des productions françaises sur le territoire, encore que nous soyons une région plus bénie des dieux que les autres, parce que, un, on est encore en système tempéré chez nous, et deux, nous avons une grande variété de production. Vraiment. Mais des inégalités entre les régions. Mais des inégalités entre les régions. Il y a des régions, la région PACA, je discutais il y a 2 jours avec les gens du département des Alpes de Haute-Provence, ils ne sont plus en situation globalement de faire un certain nombre de céréales compte tenu du dérèglement climatique et de la difficulté d'accès à l'eau. Bon, donc il y a besoin forcément que nous, qui sommes plutôt une région où on est capable de le faire, on ait une solidarité, c'est même pas une solidarité, c'est une solidarité d'abord, mais enfin c'est une évidence que de se dire ça. Mais il ne faut pas exclure l'idée de dire on exclut mondial, local. Moi, je pense que c'est une démarche qui est intéressante. Puis ça permet de se réinterroger, nous, consommateurs, citoyens, responsables publics, sur est-ce qu'on a besoin d'aller chercher très loin des produits que nous serions en situation de reproduire chez nous. Mais y compris en France, dans le monde on l'a fait, mais y compris en France, on s'est spécialisé. Contrairement à ce qu'on croit, des territoires comme les nôtres, ils étaient plus polyculture élevage il y a 100 ans qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc on a hyper spécialisé nos systèmes. Ce qui peut dire au passage que ceux qui tapent vraiment sur l'élevage, je pense que le système qui est intéressant, c'est la polyculture élevage, y compris en termes agroécologiques, est un système qui n'est pas inintéressant. Parce que si on ne veut plus faire des fertilisants azotés à base pétrole, la deuxième solution, c'est le fertilisant organique. Et le fertilisant organique, moi je connais pas grand-chose de mieux que l'animal pour le faire. Donc bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a hyper spécialisé nos systèmes. Alors ceci dit, il faut aussi tirer parti des potentialités des territoires. Nous sommes un territoire qui est, globalement en tout cas pour ce qui est du nord de celui-ci, qui a quand même une vocation plutôt céréalière. De même qu'il y a des territoires qui sont plutôt mieux pour faire tel ou tel type de production. Mais enfin, dans le Massif central, vous ne ferez jamais de céréales. En tout cas de façon massive, hors la plaine de Limagne. Bon, très bien. Actons le fait qu'ils font plutôt de la production de l'élevage et que donc il y a cette complémentarité-là qu'il faut faire. Mais je trouve intéressant qu'on se dise à chaque territoire, à l'échelle. Pour moi, c'est plutôt l'échelle de aglo-interco qui est la plus, au moins, pas en dessous du tout. Et ça permet aussi quand même d'avoir un dialogue et d'avoir une sécurisation. Enfin, que les agriculteurs, comment dirais-je, retrouvent un lien qu'ils ont le sentiment d'avoir perdu avec des citoyens dont ils ont le sentiment qu'ils ne comprennent plus du tout leur métier. Et par ailleurs, il y a des aspects de valorisation économique qui peuvent être intéressants. Deuxième élément, c'est que, pardon, je suis un peu long, mais deuxième élément, c'est on a quand même besoin de raisonner nos stratégies d'un point de vue national. Et plus on va être en dérèglement climatique, plus on a besoin de pallier aux à-coups climatiques qu'on va avoir pour avoir globalement sur un secteur une production qui nous permette d'assumer notre propre souveraineté. Les aléas climatiques, ça ne va pas être sécheresse. Alors là, cette année, je tombe mal parce que c'est un peu pour tout le monde de la même puissance. Mais enfin, en bonne logique, c'est pas comme ça que ça va tout à fait se passer tous les ans. Enfin, je touche du bois, oui, parce que c'est encore du bois ici. On a besoin au niveau national de s'assurer que si on fait défaut en arboriculture, en maraîchage, une autre région peut prendre le relais. Ça va poser évidemment la question de l'accès à l'eau quand même, hein. Alors, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et puis, deuxième élément, juste pour finir rapidement, c'est vous ne pouvez pas penser un système comme ça sans sa relation au monde. Et si c'est sa relation au monde, c'est sa relation au niveau européen.
Donc, dans les grands flux de céréales, de se dire que je pars demain en Algérie, évidemment, alors ça paraît anecdotique, mais quand l'Algérie se trouve dans la situation d'être beaucoup plus en liaison, parce que nous avons abandonné ces marchés-là, et parce que M. Poutine a eu une stratégie d'accès à ces marchés-là avec l'Égypte et autres, quand M. Poutine dit au président algérien, ou au président plutôt là, égyptien en l'occurrence, attention, nous ouvrons ou nous fermons le port d'Odessa, c'est pas complètement vain, parce que ces pays-là ne pourront pas eux-mêmes, tous, ils ont d'autres richesses, hein, qui permettent du commerce d'ailleurs. Et donc ça, c'est espace national et espace européen. Et dernier point, oui, je pense que ça ne peut pas être une affaire qui ne soit pas une affaire d'État-nation, donc de puissance publique. La question agricole n'est pas une affaire qu'il faut délier de la puissance publique. Ça ne peut pas être que l'objet du jeu du marché. Mais ça, alors pour le coup, il y a longtemps que je pense ça. C'est un sujet, alimenter sa population est un sujet trop sérieux pour qu'on se dise la loi du marché va s'imposer et va suffire à produire des équilibres. Ça serait, moi je considère comme un sujet mortel si nous abandonnions ce qui est un des objets principaux de la souveraineté, ce que je disais au tout début de notre conversation, celui de la souveraineté alimentaire. Donc ça, les États-nations, d'ailleurs quand vous regardez les puissances agricoles qui ont émergé depuis 20 ou 15 ou 20 ans, c'est par l'État que c'est la puissance publique qui a décidé de produire. Et c'est bien ça ce que j'ai, à ma place et modestement, ce qu'on va essayer de construire, parce que c'est l'intention publique qui va aider. Alors après, on a besoin aussi, dans un monde ouvert, d'une intention publique et d'une intention du citoyen. C'est-à-dire que le citoyen, il porte par son acte une partie aussi de la solution. Alors, on voit bien l'appel à une forme j'allais dire, de cadre politique déterminé par l'État-nation ou l'État par la frontière nationale, mais en même temps, et vous êtes en plus d'une famille politique très engagée dans la construction européenne depuis toujours, est-ce que on doit malgré tout, et puisque vous avez évoqué rapidement l'accès à l'eau, et l'accès à l'eau est un élément intéressant, si on regarde les inégalités très fortes qui vont exister entre les États du Nord et les États du Sud dans l'Europe, est-ce que précisément ces mécanismes de solidarité que vous évoquiez entre régions sur la culture, ils ne doivent pas d'abord, aujourd'hui, s'appréhender à l'échelle du continent? Puisqu'au fond, on voit bien que face à l'Ukraine, il a fallu une réponse coordonnée. Face à la Covid, il a fallu que, y compris les partisans de finances publiques sans aucun déficit, se fassent un peu tordre le bras pour avoir un plan de relance à l'échelle européenne après la Covid. Donc, au fond, est-ce que, malgré tout, la solution de régulation ne doit pas se penser dans un global un peu plus élargi en termes de frontières et donc à l'échelle européenne? Ah mais je suis absolument convaincu de ça. Pour exactement les mêmes motifs. Ce qui est intéressant dans notre conversation, c'est que vous tirez toutes les plottes locales, nationales, européennes, mondiales. De toute façon, le dérèglement du monde, géopolitique, économique, climatique, va nécessiter des formes de coopération. Et moi, je pense intuitivement que ça sera d'abord des formes de coopération continentale. Et donc, pour nous, le continent européen. Et d'abord, l'Union européenne. Évidemment, donc le Brexit est une bonne nouvelle de ce point de vue-là? Oui, oui, par le dessous de mer, j'ai le sentiment qu'on est quand même un peu sous un continent sous-marin, si je peux dire, avec fait lien avec la pêche, Oui, j'ai du mal à penser. D'ailleurs, les Anglais sont dans une situation un peu complexe sur ces sujets d'autonomie et de souveraineté alimentaire, à la vérité. Parce qu'ils ont fait le choix il y a très longtemps d'avoir une agriculture très particulière et une agriculture, c'est pas leur faire grief de dire que c'est une agriculture sans agriculteurs. Le choix qui avait été fait il y a très longtemps, c'est de faire une agriculture sans beaucoup d'agriculteurs, en tout cas. Ce qui n'est pas notre choix, contrairement à ce que disent parfois aussi l'air du temps ou les facilités du langage du moment. Bien sûr que c'est dans le cadre européen, parce que de toute façon, vous voyez bien que ce dérèglement, il va produire... J'en discutais avec mon collègue espagnol. Il y a des franges de l'Espagne, alors sans doute prélèvent-ils un peu trop dans un certain nombre de ressources dans le moment, mais il y a un moment, ils vont être au bout du bout, parce que eux, contrairement à nous, ils vont se retrouver dans une situation qui est une situation de pénurie précipitationnelle. Le GIEC dit plutôt chez nous que globalement, c'est le GIEC, c'est pas moi, donc c'est quand même sérieux, c'est ça que je veux dire. Non, mais le GIEC dit que globalement, la quantité de précipitation qui va tomber sur le sol français est à peu près équivalente à celle qu'on connaît aujourd'hui. Mais répartie différemment. La seule différence, c'est l'arythmie pluviométrique. Donc évidemment, ça change beaucoup de choses en agriculture. Nous étions un pays, nous sommes dans un territoire, il tombe 600 mm, vous divisiez par 12, vous aviez à peu près votre moyenne mensuelle
hors juillet-août, mais globalement, c'était ça. Et on est encore dans le Loir-et-Cher, dans certaines zones, plutôt au nord, à 280-300 mm. Donc normalement, il va tomber 300 mm entre le moment où je vous parle et le 31 décembre. Bon. Donc on est bien dans l'arythmie. Alors ça, sur une année, c'est compliqué de calculer une moyenne. Mais cette arythmie est puissante. En revanche, des territoires comme l'Espagne, ils vont se retrouver non pas dans une arythmie, ils vont se retrouver dans moins de précipitations. Parce qu'on dit souvent qu'un degré, c'est 500 km. C'est climat de Toulouse à Rennes. Et il tombe de l'eau à Toulouse, hein, quand même. Mais ce n'est pas le même type de précipitation qu'on a. Et donc, par nature, ça va poser des problèmes à l'Espagne. Et donc, si on ne pose pas la question de savoir à un moment qu'est-ce qu'on fait, je dis l'Espagne parce qu'ils sont en première ligne, parce qu'ils sont les plus au sud du continent, ou quasiment les plus au sud du continent, évidemment, ça va poser des questions de solidarité européenne. Deuxième élément, ça va poser des questions. On a publiquement mis à jour que le fait sur les fertilisants, je rappelle toujours qu'en agriculture, on a besoin de fertilisants aussi. La question, c'est d'essayer de transiter du minéral vers l'organique. Mais l'utilisation de fertilisants en agriculture, c'est à peu près vieux comme l'homme des cavernes. Hein. Enfin, quand l'homme s'est sédentarisé, je veux dire. Et avec un grand H. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc on a besoin de fertilisants. Mais on s'est rendu compte que 80% des fertilisants, ils dépendaient de territoires qui étaient ou en guerre ou hostiles. Et là, ça complique un peu la chose. Donc la souveraineté, pour le coup, la question de la fertilisation, de la transition de la fertilisation et de garder quand même une part de minéral, c'est par nature une question européenne. Je parle l'autre jour avec mon collègue allemand, la question des couloirs de flux de céréales. On avait décidé que les céréales, on les laissait sortir que par le port d'Odessa, lequel port d'Odessa était facilement entravable par M. Poutine aujourd'hui, mais Tartampion demain, hein, je veux dire, c'est pas le sujet. Qu'on ait des couloirs de solidarité qui soient permanents pour qu'on puisse dire on peut sortir des céréales qui de Pologne, qui d'Ukraine, qui de Roumanie, ça c'est un sujet par nature européen, me semble-t-il. Après, j'ai un petit sujet de débat, la stratégie de la ferme à la fourchette, farm to fork. Je pense qu'elle mériterait d'être regardée parce que la stratégie, c'était une stratégie de baisse de production de 15%. Je pense que ça mérite d'être un peu réfléchi, non pas dans un élan productiviste que j'essaierai de défendre, mais d'abord 15% à 10 milliards d'habitants en dérèglement climatique, je pense qu'il faut s'interroger, c'est là qu'on a besoin d'une coopération mondiale pour dire est-ce qu'avec cette stratégie-là, on nourrit tout le monde? Parce que la question, c'est pas que de nourrir nous. Hein. Et c'est la question, c'est une question de souveraineté, de pouvoir nourrir tout le monde. Parce que ça, c'est une question géopolitique. Et moi, je suis persuadé, quand vous regardez avec les gens qui travaillent beaucoup sur les questions agroécologiques, il ne faut pas le penser en modèle de on va produire moins, c'est comment on arrive à je pense que le système tel qu'il est, si on le laisse filer, il va produire moins lui aussi. Donc la question, c'est de rétablir des conditions, y compris par la technologie, hein, parce qu'il y a retrouver un certain nombre de pratiques qu'on connaît depuis longtemps. La question on avait un peu abandonné ou oublié le sol dans ces affaires-là. Or, le sol, c'est un formidable outil de biodiversité, de carbone et de rendement et de fertilité. Et deuxième élément, je pense qu'en travaillant sur plusieurs sujets, on peut s'assurer qu'on produit. Moi, je pense que l'idée, c'est plutôt déjà au moins de produire autant. Mais commencer à rentrer dans ce match que j'essaie de décrire, qu'on essaie de décrire de souveraineté, en disant l'horizon, c'est de moins produire, et qu'en même temps, on nous dit qu'il faut plus de souveraineté, et que dans une partie des sujets, nous ne sommes pas souverains dans un certain nombre de productions, je pense qu'on prend un petit risque stratégique, hein, quand même. En tout cas, c'est bien de dire ça derrière cette table, c'est plus compliqué à poser sans se poser des questions de souveraineté. Mais je reconnais que la Commission européenne considère, elle, que l'économie, c'est une économie, elle est encore dans le schéma que je décrivais quand j'étais à l'école primaire. Alors, ça mériterait d'en changer un poil. Alors, il reste au mieux 20 minutes, puisqu'on m'a donné un décompte assez précis. Et je vais donner la parole à la salle. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro qui se balade ou pas. Mais oui, il y en a un. Donc, tout de suite, voilà, allez-y, monsieur. Oui, bonjour, bonjour, monsieur le ministre. J'avais une question. La semaine dernière, il y a eu un article dans Le Monde qui est paru et qui montrait que 20% de l'eau potable des Français ne correspondait pas aux normes quant aux pesticides. Alors, vous parlez d'appauvrissement des sols, mais qu'en est-il de l'eau et quelles mesures vous pensez prendre pour lutter contre les pesticides qui nous empoisonnent la vie?
Alors, ouais, on va prendre une série de questions, peut-être comme le monsieur qui est derrière. Ah, madame là-bas. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention et pour votre présence aujourd'hui. Alors ce matin, il y avait aussi une table ronde sur la souveraineté alimentaire. Il a été beaucoup question des importations et des exportations. Et donc la France importe quand même encore beaucoup, notamment par exemple du blé panifiable alors qu'on exporte du blé fourragé pour nourrir des animaux. Donc il y a le modèle alimentaire qui est en question là-dedans. Il y a également la question des fruits et légumes, question des volailles, etc. Donc est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont un petit peu les orientations politiques que vous pourriez avoir pour améliorer en fait la souveraineté alimentaire de la France, c'est-à-dire réduire ses importations et se nourrir plus soi-même? Voilà, merci. Et une dernière question, puis on retournera dans la salle après. Bonjour, moi je ne suis pas une spécialiste, mais je m'interroge. J'ai lu que la France autorisait de mémoire la pêche qui s'appelle seine démersale, c'est-à-dire c'est une pêche au chalut très intensive et dont les pêcheurs eux-mêmes disent que ça met en danger la ressource halieutique. Donc la France laisse faire. Deuxièmement, le problème des bassines, des méga-bassines dont on entend pas mal parler, qui privatisent l'eau au profit de certains et qui remettent en service de l'eau qui va être polluée. Donc c'est j'ai envie de dire l'ensemble de la population qui va payer le traitement de ces eaux qui sont prises dans les nappes phréatiques et qui sont remises donc avec une certaine pollution due aux pesticides. Donc tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose qui m'a un petit peu, j'ai envie de dire, choqué, oui, je vais dire ça. C'est de dire la nature humaine attend qu'on soit dans le mur pour réagir. Est-ce que c'est pas plutôt les lobbies? Et ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait au niveau de la France et au niveau de l'Europe pour empêcher que les lobbies freinent la transition écologique que tout le monde appelle? Vous avez un discours là-dessus, mais dans les faits, on a quand même encore l'impression que la France, elle y va à tout petits pas. Alors, Je sens que je vais être populaire. vous êtes attendu apparemment au moins sur la dernière question, j'ai l'impression. Oui. Oh, c'est presque la plus commode en fait celle-là, mais oui, j'ai lu l'article du Monde. Alors d'abord, je vais vous dire, comme je suis un garçon qui pense que c'est intéressant de la biodiversité, de la pensée, j'aurais aimé que le Monde appelle le ministère de l'Agriculture. Mais c'est pas après vous que je dis, je pense que ça aurait été utile. Vous voyez ce que je veux dire. Deuxième élément, on a un sujet, c'est qu'on a effectivement un certain nombre de produits. Alors souvent, c'est pas les produits initiaux, c'est les molécules dégradées des produits initiaux qui sont souvent le produit. Ça veut pas dire qu'elles sont plus ou moins toxiques, c'est pas le sujet, hein. Mais on traite... moi, j'étais maire d'une commune dans le nord du département, c'était du déséthylatrazine. Le latrazine, ça fait 30 ans que ça a dû être interdit dans le pays. Donc on est en train de payer un passif qui est lourd. Or, comme c'est des molécules qui sont très rémanentes, qu'on retrouve très longtemps, on a un élément qui est très compliqué. Deuxième élément, ça répondra en partie sur les questions pesticides, mais je reviendrai à la question que vous avez posée, madame, mais sur les produits, enfin, il y a les produits qui sont... Moi, j'ai un juge de paix, c'est l'ANSES. Je pense qu'il faut qu'on essaie de se mettre d'accord là-dessus, parce que si on ne croit pas un peu à la science pour étayer des décisions publiques, un jour on se retrouvera avec des gens qui nous expliqueront que je ne suis pas d'accord avec le GIEC, parce que moi je pense qu'il n'y a pas de dérèglement climatique. Donc moi j'ai tendance à essayer de croire les scientifiques. Voilà. Je pense que c'est mieux pour essayer. L'ANSES, il classe les molécules cancérigènes, mutagènes, reproductibles, ce qu'on appelle les CMR, ça c'est les produits de traitement agricole. Il y a les CMR1 les plus à dangerosité, les CMR2. Globalement, sur les produits considérés par l'ANSES comme les plus toxiques, et je ne remets pas ça en cause du tout, on a en 10 ans, donc ce n'est pas pour inclure notre politique à nous, on a en 10 ans diminué de 90% ces produits. Soit ils ont été interdits, soit ils ont été diminués. On a encore un chemin à faire sur d'autres produits, je suis d'accord, pour éviter de se retrouver dans des situations comme celles que vous décrivez. Alors il n'y a qu'un chemin qu'il faut trouver là-dessus, c'est dans un monde ouvert. Quand je dis le monde ouvert, c'est le monde européen. C'est qu'on trouve des solutions.
C'est-à-dire qu'on trouve des alternatives, qu'on trouve des produits qui permettent par ailleurs de répondre à un certain nombre de difficultés. J'ai rencontré l'autre jour les gens de la filière lavande. On a interdit un produit. Dans à peu près 3 ou 4 ans, il n'y a plus de lavande dans toute la zone de production. Là, on peut se dire c'est de la lavande, c'est pas grave, mais on peut multiplier ce sujet. Donc, moi, je leur ai pas dit allez-y gaiement, continuons avec le produit. Mais on a besoin de trouver des alternatives. Et donc, pour moi, la voie, c'est la voie de la recherche. C'est-à-dire qu'il faut simultanément donner une perspective, et c'est pour moi tout l'enjeu de la planification écologique, une perspective de sortie des molécules qu'on considère comme les plus toxiques ou les plus graves, soit sous leur forme initiale, soit sous leur forme dérivée en cocktail. Et ça ne nous exonère pas vis-à-vis de notre question qu'on évoque là dans cette table ronde de souveraineté. Ce n'est pas une question de lobby ou de pas de lobby, c'est une question de souveraineté. C'est de trouver des alternatives à ces produits. C'est ça la difficulté qui est devant nous. Et donc, moi, je crois beaucoup à la nécessité de mettre des moyens de recherche. Alors, est-ce qu'on va assez vite? Sans doute non, parce que sans doute on n'a pas assez posé les questions de recherche et d'alternatives. Hein. Donc, il faut qu'on aille plus vite. Mais c'est un débat. Pour moi, il y a un truc qui est complètement incompréhensible, y compris pour le monde agricole, je le dis, c'est si on interdit en France, il faut qu'on interdise en Europe. Et si on interdit en Europe, il faut que les produits qui viennent de l'extérieur de l'Europe soient soumis aux mêmes normes. Sinon, on crée un système de distorsion. C'est même plus la peine de se parler de souveraineté locale ou nationale ou européenne. Donc le combat à mener pour moi, il est un combat français en Europe vis-à-vis aussi du monde extérieur. Parce que sinon, on peut toujours interdire des molécules en France. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup plus de molécules interdites en France que dans bien des pays européens. Mais nous n'aurons pas fait œuvre utile si nous n'avons pas tiré tout le monde vers le haut sur cette question-là. Et donc la question des accords internationaux, je le dis, mais là aussi c'est facile à dire derrière cette table pour moi, pour le coup, c'est pas facile à faire, parce que dans les accords internationaux, il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ces discussions comme je suis en train d'essayer de les poser. Mais la solution de moyen à long terme, c'est celle-là pour moi. Voilà. Donc je partage ce que vous dites sur les difficultés. Ce que j'essaie de dire, c'est que si je dis demain j'interdis toutes les molécules classées plus ou moins toxiques, ok, mais j'aurai quand même des produits qui viendront d'abord d'Allemagne, puis d'Italie, puis d'Espagne, puis des produits qui viendront du Brésil. Parce que, sauf à ce que je dise que je n'accepte plus ces produits, mais là on va avoir un sujet, là on rentre dans le registre autarcique. Ce qui n'est pas en soi, ça peut se défendre intellectuellement, mais je pense qu'on prend des grands risques. Deuxième élément, c'est la question qui m'a été posée, je ne sais plus par qui, sur l'importation-exportation. C'est vous, monsieur, pardon. Comme vous étiez remasqué, je ne vous repérais plus. C'est pas loin de ce que je suis en train d'ailleurs d'expliquer. Alors, qu'on ait du commerce et qu'on ait des échanges et que les uns importent certains produits et les autres exportent d'autres, ou alors on considérerait qu'on n'exporte plus de vin, on n'exporte plus de porc, on n'exporte plus de volaille, on n'exporte plus de céréales. Mais je pense que c'est pas ça. Alors là où vous avez raison en revanche, c'est qu'il faut qu'on essaie de déterminer, vous avez parlé des fruits et légumes, si j'ai bonne mémoire, il y a des sujets sur lesquels il faut qu'on se dise pourquoi on en a rabattu sur les fruits et légumes. Alors les fruits et légumes, c'est 30 à 50% des fruits et légumes, c'est des questions de main-d'œuvre. Donc comment on fait la question n'est pas d'en rabattre et de s'aligner sur les autres, mais d'avoir des systèmes soit qui allègent la charge, soit qui fassent que le consommateur accepte de payer les légumes avec la main-d'œuvre française. Là, pour le coup, franchement. Hein. La saisonnalité, d'ailleurs, pourrait être un élément pour essayer de réguler les choses. Il y a des fruits qui, normalement, en décembre, qu'on ne devrait pas acheter en décembre. Voilà. En tout cas, on sait que c'est par nature pas des produits français, et pas des produits européens, mais en tout cas, certainement pas des produits français, en tout cas dans des pratiques agricoles que nous voudrions développer. Donc il y a une responsabilité, pour nous, responsables publics, qui est celle de dire qu'est-ce qu'on a comme pan de souveraineté à reconquérir. Vous avez raison, il y a les fruits et légumes. On est autosuffisant à peine de 50%, et les facteurs sont nombreux. La question de la main-d'œuvre, la question de l'accès à l'eau dans un certain nombre de territoires, la question d'alternatives aux produits qu'on a interdits. Et ce n'est pas pour remettre les produits que je dis ça. C'est juste qu'il faut des alternatives. Parce que si je n'ai pas les alternatives, à facteur de production égal, si vous faites moins de production, de toute façon, vous êtes moins compétitif que le petit camarade espagnol ou je sais pas d'où. Et puis peut-être une prise de conscience collective de se dire, alors c'est pas du localisme, c'est qu'est-ce qu'on défend de nos productions locales. Il me semble que c'est un élément important. Donc oui, export, import. Moi je pense on a besoin d'échanges, y compris dans la logique de souveraineté que je viens d'évoquer.
Si on n'est pas capable de pallier un pays tiers, si on n'est pas capable qu'un pays tiers nous pallie en cas de difficulté, et de se dire juste, je produis exactement ce dont j'ai besoin chaque année, en dérèglement climatique, on prend un risque assez majeur. Parce que si vous multipliez le système au niveau mondial, on va avoir un petit problème Quand vous faites rentrer des facteurs de production au bout d'une chaîne de voitures, vous savez le nombre de voitures que vous allez produire. Puis vous pouvez ralentir ou accélérer le processus en fonction de la commande. Le secteur de l'agriculture est le seul dans lequel vous faites rentrer des facteurs de production et à la fin, vous ne savez pas ce que ça donne. Vous pouvez avoir plus ou moins 70% de production. Donc par nature, il faut se prémunir de ça. Donc ce n'est pas une science exacte parce que c'est la météorologie. Et heureusement, on ne maîtrise pas la météorologie. Je pense que c'est mieux pour tout le monde qu'on ne la maîtrise pas. Et donc comme c'est un système instable, vous avez besoin d'introduire de la stabilité et les échanges peuvent être un élément de stabilité. Mais ça ne doit pas nous éloigner de la nécessité, sur un certain nombre de productions, de se dire pourquoi on n'est pas capable. Pourquoi en France, 70% des viandes dans l'hôtellerie-restauration vient de pays qui ne sont même pas des pays européens. C'est une question, ça, quand même. Nous qui nous faisons les chantres de la gastronomie française, mais la gastronomie française sans produits français, je reconnais que ça devient un concept. Et donc, on a besoin quand même de travailler sur des sujets comme ça. Y compris dans une tendance, je le dis au passage, de diminution de la consommation de viande bovine, mais elle se compense très aisément par une reconquête du marché intérieur, hein. Donc ça, c'est le deuxième. Alors sur la pêche, alors pour le coup, comme je l'ai dit en préambule, avec précaution, non pas par précaution, mais je suis moins spécialiste des questions de pêche. Donc je vois à quoi vous faites allusion, mais je ne connais pas assez le dossier pour vous expliquer ce qui se passe autour de ce sujet-là, des modalités de pêche pour ou contre. Donc comme j'essaie de ne pas faire ce que je reproche aux autres, c'est-à-dire de parler de choses sans les connaître, je préfère pas vous répondre sur cette question de la pêche, mais je vois bien qu'on a un sujet, intuitivement, qui est un sujet de modalité de pêche qui permettent soit de préserver de la ressource et qui parfois sont très concentrés sur quelques modèles de pêcherie, si je peux dire, et qui se font au détriment d'autres, pêcheurs français ou pêcheurs espagnols. C'est plutôt un sujet de pêcheurs, d'ailleurs, néerlandais, sans faire de l'ostracisme maritime, que cette question de pratique de pêche. Mais de toute façon, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, sur la question de la pêche, les moyens de collecte, excusez-moi du terme, vont être des éléments déterminants pour préserver la ressource. Parce que ça, c'est une ressource que nous ne maîtrisons pas. Préserver les écosystèmes et prélever ce qu'on peut prélever. Parce que sinon, à terme, on est dans l'impasse. Et d'ailleurs, c'est un modèle sur certaines espèces qui a plutôt marché, hein. Parce que la régulation, parfois douloureuse, y compris pour nos pêcheurs, a plutôt marché. Donc c'est plutôt un système dont on montre les vertus quand on régule. Dernier point, pardon. Là aussi... vous dites que c'est les lobbies qui empêchent les politiques ou qui empêchent de bouger. Oui, enfin, je ne sais pas comment vous dire ça. Vous n'allez pas me croire à ce que je vais vous dire, mais je ne vois jamais de lobby, moi. La vérité, c'est que M. Monsanto... Non, mais c'est vrai. Non, alors à ce moment-là, tout est un lobby. Si vous considérez qu'un syndicat agricole, que quelqu'un qui défend telle ou telle production, mais Monsanto est suffisamment puissant pour ne pas avoir besoin d'aller voir les politiques, hein. Je vous le dis, hein. Non, mais moi, j'ai été député. Ils ne voient jamais les députés. Enfin, non, mais je vous assure qu'on est dans le mythe, hein. Parce que les décisions, elles se prennent où? Elles se prennent d'abord et avant tout sur ceux qui donnent des avis sur un certain nombre de sujets, parfois, y compris à la Commission européenne. Donc, ne faisons pas des procès au mauvais endroit. Je suis très à l'aise pour vous le dire. Enfin, je veux dire, vraiment très à l'aise pour vous le dire. Je vois que vous n'étiez pas d'accord, mais vraiment, il faut me croire sur ce sujet-là. Après, il y a des puissances d'inertie dans cette affaire. C'est ce que vous appelez peut-être des lobbies, mais c'est pas des puissances. Vous avez un système qui est construit sur des facteurs de production qui étaient ceux qu'ils étaient. Vous dites aux gens, il faut arrêter, il faut en changer. Par nature, mais c'est valable là comme dans tous les domaines. Dès que vous imposez un changement, les gens sont rétifs au changement. C'est ça ce que j'appelle la nature humaine. Il n'y a pas un écosystème qui n'est pas, c'est normal, peur du changement. Qui disent pas, moi ça marchait avec ce produit, ça marchait avec cette pratique, pourquoi j'en changerais? Mais c'est là que je disais, c'était pas un grief, hein, que je faisais. J'espère que vous l'avez pas compris comme ça. Laissez-moi. Oui. Mais là, j'étais pas là-dessus. Mais je vais revenir sur les bassines. Ne vous inquiétez pas, j'essaie toujours de répondre à toutes les questions. Mais je les prends dans l'ordre sans faire un. Parce que c'est pas les mêmes sujets, pardon. Hein. La pêche, les bassines, les produits phytos, c'est pas tout à fait le même. Donc sur ces questions-là. Le sujet principal pour moi, c'est de
trouver des alternatives et d'y aller franchement, une fois qu'on aura trouvé les alternatives, et de dire il faut que vous acceptiez, que nous acceptions, comme nous devons accepter sur d'autres sujets de changement. Mais si je n'ai pas de modèle alternatif, je parle dans le vide, parce que si vous dites à quelqu'un saute et je te donnerai le parachute en cours de route et on verra quel est le parachute, c'est pas très encourageant. Je pense que c'est un peu difficile. Et donc c'est ça qu'on a besoin de construire si on veut crédibiliser notre démarche. C'est tout le sens pour moi de la planification écologique. Quant aux affaires de bassines, alors, enfin, je ne le fais pas par esprit de contradiction avec vous, pardon madame, mais qui peut me dire ce qu'est une méga bassine? C'est combien de volume une méga bassine? C'est un mot. Oui. Oui, c'est ce que vous appelez une méga bassine. Et Serre-Ponçon, c'est quoi? Bon. Le sujet, non mais le sujet, ce que j'essaie d'éclairer, attendez, ne vous énervez pas. Ce que j'essaie d'éclairer par là, c'est qu'avant de dire, de mettre des mots sur des choses, je vous fais pas de reproche, c'est que tout le monde dit c'est les méga bassines. Je vais dire quel est le sujet pour moi. Attendez, vous savez pas ce que je vais dire. On est dans un système de dérèglement climatique. Qu'est-ce qu'on va avoir à gérer? On va avoir à gérer des incendies, des inondations, des sécheresses, des besoins d'irrigation. Deuxième élément, alors pour le coup, je ne suis pas d'accord avec vous, en tout cas de la façon dont vous l'exprimez, prendre de l'eau pour alimenter les gens, ça n'est pas une privatisation de l'eau, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que l'alimentation n'est pas un bien commun. Parce que l'eau que met l'agriculteur, ce n'est pas pour remplir sa piscine. Hein. L'eau, alors on peut ne pas être d'accord avec sur quelle culture il le met, mais l'autre jour, j'étais sur France Inter, un agriculteur appelle maraîcher bio Sivins. Bon. Et le mec m'engueule, enfin au téléphone, en me disant on aurait fait Sivins, moi j'étais maraîcher bio, je perds 90% de ma récolte. Donc la question de l'eau, il va falloir qu'on la dépassionne parce que sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Hein. Alors après, c'est là que je peux aller dans votre sens. C'est quelles sont les infrastructures dont on a besoin. Alors ça, j'y viens. Pardon, hein, mais c'est des sujets importants que vous m'avez tous mis sur la table. Quoi. Je ne suis pas déçu de mon... Mais dire qu'on va pouvoir faire de l'agriculture sans eau et polariser en disant il suffit d'arrêter le maïs, c'est une erreur grave. Hein. Parce que l'agriculture appelle beaucoup d'eau. Et dans un système déréglé climatiquement, il y a beaucoup plus de territoires qui vont être en stress hydrique dans les périodes compliquées. Voilà, c'est ça le dérèglement climatique. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est non pas d'aller chercher, c'est parfois dans le modèle bassine qui peut être interrogé, c'est je vais chercher dans la nappe sans que la nappe puisse surcharger, je mets en surface. En plus, le modèle bassine, alors c'est pas parce qu'ils aiment mettre du plastique, c'est que la nature des sols, ce qui n'est pas le cas chez nous, ne permet pas de stocker sans avoir une couverture plastique pour tenir l'eau. Ok, très bien. Donc c'est une question visuelle, une question biodive, une question... Mais si on ne se pose pas la question de stocker ce qui va être dans le même volume d'eau qui tombe, l'eau qui va tomber en surabondance, parce que l'eau qui tombe en surabondance, elle ne vient pas remplir les nappes, elle file à la mer. Et ça personne ne vous dira, en tout cas les gens qui connaissent le dossier, que ça a un intérêt qu'elle file à la mer. L'intérêt de l'eau qui tombe, c'est l'intérêt qu'elle vienne soit charger les nappes, soit soutenir des étiages. Et donc je pense qu'on a besoin de travailler sur des ouvrages, et donc c'est pour ça que j'ai du mal, c'est pour ça que je vous reprenais, pardon, pas méchamment je crois, en tout cas vous ne l'avez pas pris comme ça, sur le terme méga, parce que je pense qu'on aurait besoin de construire, de réfléchir parfois sur des petits ouvrages pour certaines exploitations, parfois sur des ouvrages plus grands qui puissent avoir des utilités multifonctionnelles. L'hiver, ça évite les inondations, l'été, ça fait de l'irrigation, ça fait de l'eau potable, ça soutient des étiages, et accessoirement, ça lutte contre les incendies. Vous regardez le niveau de la Seine cette année. Nous, c'est plutôt la Loire, c'est vrai. Mais vous regardez le niveau de la Seine cette année. L'étiage de la Seine est absolument remarquable. Il n'y a aucune difficulté de biodiversité cette année sur la Seine. Pourquoi? Parce qu'il y a d'énormes ouvrages avant qui ont été faits pas du tout pour tenir les étiages. Hein. Ils ont été faits pour éviter les inondations à Paris. Et cette année, ces ouvrages, ils ont servi irrigation, eau potable, soutien d'étiage. Biodiversité, agriculture, besoins humains. Troisième élément, si on veut se poser des questions d'eau, je débattais hier ou avant-hier à Bordeaux avec des collectivités, avec une vice-présidente de la communauté urbaine de Bordeaux, qui expliquait qu'elle avait 25 000 habitants qui arrivaient chaque année en Gironde, que tandis qu'elle avait 25 000 habitants, elle était obligée de faire 18 forages dans le Médoc, et que les agriculteurs, qu'on passe son temps à dire ils font des bassines, hurlaient en disant mais attendez, vous êtes en train de nous piquer la flotte pour le monde urbain. Bon, c'est pas vain comme débat, hein, cette affaire-là. Hein. Et si on pose la question de l'eau, à ce moment-là, il faut poser la question de est-ce qu'on a besoin de 25 000 habitants de plus en Gironde, hein,
Parce que pourquoi on réimplante des gens dans des territoires où on manque d'eau? Parce que si c'est un bien commun et que c'est un bien rare, à ce moment-là, il faut se poser la question du bien commun et du bien rare pour tout le monde. Parce que l'eau, alimentation en eau potable, évidemment, c'est d'intérêt général. L'eau, alimentation humaine, c'est d'intérêt général. L'eau, soutien d'étiage, biodiversité, c'est d'intérêt général. L'eau, incendie, c'est d'intérêt général. L'eau, pour lutter contre les inondations, je remplis là plutôt mon ouvrage, c'est d'intérêt général. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on essaie d'avoir un débat. Alors pour moi, c'est un débat d'abord éminemment... c'est un débat national et territorial. Mais si on se dit qu'on est dans le statu quo, dans un système qui est un système qui se dérègle, on aura des territoires avec des sujets d'incendie, des sujets d'inondation et des sujets de sécheresse. Et donc, ce qui me gêne dans l'affaire bassine, méga-bassine, c'est qu'on vient caricaturer sur un type d'ouvrage. Je ne dis pas qu'il puisse ne pas être discutable pour certains d'entre eux. Hein. Vous ne m'avez pas entendu dire ça. Hein. Mais pour moi, c'est plutôt eau de ruissellement qu'eau de nappe, parce que les territoires où on peut aller chercher de l'eau de ruissellement, parce qu'on va avoir des écarts d'eau de pluie, il faut pas qu'on ferme cette boîte-là. Faut pas qu'on ferme cette boîte-là. Mais c'est pour ça, vous voyez, qu'on... Est-ce que vous m'avez entendu dire quelque chose d'aussi caricatural que ça? Non, moi. Est-ce que je vous ai... Non, non, là, vous êtes un peu dur avec moi. J'ai essayé de vous dire qu'il fallait principalement travailler sur ces questions d'eau de ruissellement. Voilà. Parce que c'est une des voies, pour moi. Ça n'empêche pas... Alors, pour l'instant, il n'y a rien d'avéré... Pardon, hein. Il n'y a rien d'avéré, mais... rien de scientifiquement, mais... Le BRGM travaille beaucoup aussi sur des éléments qui seraient, comme on va avoir beaucoup de ruissellement, que ça part à la mer et qu'il n'y en a pas un besoin, c'est comment on pourrait récupérer l'eau de ruissellement en période hivernale et la réinjecter dans les nappes. Alors pour l'instant, ça n'est pas opérant. Hein. Mais c'est vrai que le sujet, c'est si on prélève dans les nappes et que le niveau des nappes... Alors c'est pas le cas dans un... Enfin, il faut aussi distinguer dans les territoires. Hein. Dans une zone comme la nôtre, c'est pas un sujet d'aller dans la nappe, hein, parce qu'on va pas chercher en plus la nappe forcément très très profonde. Mais il y a des territoires où ça pose un problème. Mais posons-le comme on se l'est posé tous les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de dire, je veux pas de méga-bassines. On a besoin d'ouvrages hydrauliques et on va en avoir besoin de plus. Et si moi je vous dis ça ici pour faire plaisir en disant on aura besoin de moins d'ouvrages hydrauliques, je raconte des sornettes. Simplement, on a besoin de penser des ouvrages en dérèglement climatique, donc qui soient multifonctionnels. Et moi je préfère que la conflictualité, elle soit, pardon de l'expression, dans la bassine, qu'on vienne dire à chaque bassine, ah mais c'est pour les agriculteurs, c'est pour l'eau potable, c'est pour le soutien d'étage. Je préfère que la conflictualité, on l'intériorise. Parce que j'ai quand même confiance dans les êtres humains, même si parfois je disais ce que j'ai dit, pour qu'à la fin on se dise, bon bah j'ai besoin d'eau pour l'agriculture, j'ai besoin d'eau pour l'industrie, j'ai besoin d'eau, parce qu'on dit toujours l'agriculture privatise l'eau, et quand c'est pour une industrie, on ne dit jamais que c'est une privatisation. Hein. Non, mais en général, non, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais dans le débat public, non, mais c'est pas une question de temps parole, là. Dans le débat public, on dit l'agriculture privatise l'eau. Et pour l'industrie, c'est quoi? Sauf qu'on a besoin, et pour faire soutenir les étiages pour les centrales nucléaires, c'est quoi? Et donc, il faut qu'on se pose la question, non pas de, pour moi, il faut qu'on se pose la question, non pas de qui est le destinataire, c'est intérêt général ou pas intérêt général. L'alimentation, c'est l'intérêt général. Et après, comment on fait des ouvrages qui soient des ouvrages respectueux, y compris, je pense je ne nous sens pas, c'est pas pour le plaisir de se dire qu'on est d'accord, mais il me semble qu'il faut qu'on le pose plutôt comme ça, et qu'à partir de là, on pourra trouver des solutions aussi aux difficultés, parce qu'on a des difficultés. Et si on ne bouge pas là-dessus, on va avoir de grandes difficultés. Alors, on va... Je ne vais pas vous laisser tous ensemble, mais je dois partir dans 10 minutes, parce que je suis appelé à un autre endroit. Donc simplement une ou deux dernières questions et Monsieur le ministre, je vais vous demander de faire très court dans la réponse. Donc il y a une question là, c'est un raté tout à l'heure. J'ai compris le message. Une demoiselle tout au fond de la salle. Si on peut prendre ces deux questions pour finir. Ouais. Allez-y, monsieur. Ouais. Du coup, pour réagir sur le fait que l'alimentation sorte de la loi de marché, actuellement, l'alimentation de qualité est accessible que pour une certaine part, pour l'élite globalement de la population. Comment on peut rééquilibrer ces déséquilibres d'accès? Et après, sur la consommation de viande,
On a par exemple la question, ça rejoint la question des labels, comment les adapter au changement climatique et renforcer leur efficacité. Par exemple, la question de la race au braque, des fleurs de braque, qui sont majoritairement exportées en Algérie. Et on a eu un problème récemment à Sète. Et comment on arrive à les mettre mieux en valeur localement pour qu'on ait des débouchés plus efficaces. Et voilà. Bon. Il y a une demoiselle au fond, deux, mais il n'y aura qu'une question, donc c'est... Allez-y. Oui, bonjour. Vous parliez des bassines. Moi, je connais un milieu qui remplit à peu près toutes les fonctions que vous avez citées, à la fois le soutien d'étiage, en fait, des retenues d'eau, ce sont les zones humides. Et notamment, nous sommes dans une région où on en a une grande quantité, heureusement, qui apporte aussi une certaine biodiversité qui, notamment, je voulais également parler de la biodiversité, pour l'agriculture sera très importante. Si on continue de perdre autant de biodiversité, on risque de perdre notre agriculture. Et notamment, suite à ces bassines, l'histoire de la transition, c'est lié, c'est-à-dire l'eau, on en a de moins en moins, dans le Loir-et-Cher également. Comme vous disiez, effectivement, les précipitations, on en aura autant, mais réparties différemment. Et donc, elles risquent de moins bien se filtrer l'hiver, donc de ruisseler beaucoup plus à cause des sols très secs d'été, que ça ne s'infiltre pas en automne, comme en ce moment. Et au final, on n'a plus d'eau dans les nappes, et ainsi de suite, et on est de plus en plus en déficit. Donc même si on a autant d'eau, finalement, cette eau, comme vous disiez, elle part à la mer. Et donc, renforcer les zones humides pour essayer de la retenir le plus possible. Donc déjà, éviter d'en détruire plus que ce qu'on a. Et aussi réfléchir à la transition des espèces cultivées. Peut-être transition géographique, c'est-à-dire les repousser vers le nord. Et aussi transition de ce qui résiste le mieux à la sécheresse un peu partout en France. Allez, monsieur le ministre. J'ai compris que vous n'aviez pas de questions, mais que vous posiez plutôt... J'ai entendu votre... Mais bon, on va répondre à... Là, je vais faire très courte. Mais c'est combinatoire, d'ailleurs, parce que les zones humides vont être profondément perturbées par le dérèglement climatique. C'est pour ça que, contrairement à ce qu'on dit, y compris dans des territoires comme les nôtres, on a un sujet de zones humides qui risque de disparaître. Parce que les zones humides, ça nécessitait quand même un minimum de pluviométrie mensuelle. Quand vous êtes dans des... Moi, dans mon village, il est tombé 30 mm depuis le 25 juin. Donc ça va être compliqué de tenir les zones humides. Par ailleurs, ce serait paradoxal que disent les zones humides, on va s'en servir pour s'occuper des affaires... Oui, donc si les zones humides, il faut les préserver peut-être d'un certain nombre d'activités. Donc, bon. Troisième élément, et vous avez raison. Alors ça, pour le coup, c'est un sujet passionnant, à mon avis, d'un point de vue sociologique ou historique. C'est comment vous expliquer à des gens qui cultivent ces cultures-là depuis pas 10 ans, hein, depuis des siècles, que ça va monter en latitude. Et donc, on a un besoin de faire un travail d'appropriation. Il y a des endroits... On parle souvent du maïs, d'ailleurs. Poitou-Charentes, ils ont réduit de 35% la culture de maïs depuis 10 ans, sans aucune injonction, sans aucune obligation. Ils ont juste vu que ça ne marchait plus. Sauf que l'accélération climatique fait que... Est-ce qu'on est capable de produire aujourd'hui... je rencontre mes lavandiers l'autre jour des Alpes d'Haute-Provence. La moitié de la production de la viande, elle est en train de se faire au nord de la Loire, y compris pas très loin d'ici, en Eure-et-Loire. Bon. Qu'est-ce qu'on dit aux gens des Alpes de Haute-Provence? Quelles sont les alternatives qu'on leur propose de production? C'est ça qu'il faut qu'on essaie de réfléchir. Et ça, c'est un mouvement historique qui est très lourd parce qu'il est très rapide et en même temps très profond. Est-ce qu'on peut encore faire des prairies dans le Massif central en dérèglement climatique? Et qu'est-ce qu'on leur propose? Donc ça, c'est un sujet, à mon avis, passionnant et sur lequel il faut qu'on travaille. Parce que dans l'installation, il faut qu'on dise à des jeunes sur quel modèle vous allez vous installer. Premier sujet, pardon. Et deuxième sujet sur la question... oui, il faut qu'on essaie qu'on exporte... l'élément pour moi, c'est l'élément de se réapproprier, en particulier sur la viande bovine. C'est ça votre question, hein, sur le glissement de la viande, qu'on essaie de se réapproprier une souveraineté alimentaire. Comment on fait ça? On fait ça aussi, sans doute pour la filière, en essayant de regarder... en fait, en France, on produit des choses qui, pour une partie, ne sont pas ce que consomment les Français en viande bovine. Oui. Oui. Mais ça, c'est une question de quels sont les services environnementaux qu'on peut rémunérer, et deux, c'est une question un peu de consommateur. Hein. Oui, oui. Oui, mais
Oui, mais je ne suis pas un grand fan de la grande distribution. Je bataille toutes les semaines avec eux pour essayer qu'ils s'en sortent de rémunérer. Mais à un moment, la grande distribution, elle vous dit « Mais moi, mon sujet, c'est l'inflation, parce que le consommateur, il demande les prix bas. » Donc on a collectivement à œuvrer pour que quand le monsieur dont l'enseigne porte son nom ne vienne pas sur les plateaux télévisés dire « Je suis là pour le bien de l'humanité, puisque je fais le prix le plus bas. » Si le consommateur, il dit « Moi, je veux du produit français. Moi, je veux du produit qui soit dans les conditions les plus favorables à l'environnement et à la santé. » Ils s'aligneront, ces gens-là. Parce que ce n'est pas des philanthropes, jusqu'à nouvel ordre. Mais on ne peut pas simplement demander à la puissance publique. Alors après, nous, on a un travail à faire pour le coup, de communication, d'identification, d'étiquetage, qui permettent à des gens de faire des choix qui soient des choix qui leur permettent de dire la qualité du produit qu'on fait. Mais ça ne suffit pas, je pense. Mais on a pendant 60 ans construit un modèle agricole en disant le bon prix, c'est le bas prix, parce qu'on a demandé aux agriculteurs de produire en quantité à bas coût. C'est ça le modèle qu'on a fait. Et le modèle, ce n'est pas le modèle des agriculteurs, c'est le modèle que la société, sur lequel la société était d'accord. Et quand vous allez à la télé que vous dites bah non, le lait il doit se payer 1 euro aujourd'hui, vous vous faites engueuler. Mais oui, mais sauf qu'à 1 euro, à moins d'1 euro, consommateur. Il n'y a pas de rémunération pour le producteur, donc c'est pas la peine de se fatiguer. On peut faire toute la littérature du monde. Donc à un moment, si on ne dit pas dans l'atmosphère le prix du lait aujourd'hui en France, dans les conditions de production qui sont les nôtres, y compris dans des systèmes qui sont beaucoup plus vertueux que le système belge ou allemand, c'est 1 euro, je parle dans le vide. Donc il faut batailler sur ça dans l'opinion. Je sais qu'il y a des gens qui ont plus ou moins de moyens, mais 50 euros de plus sur le prix, les 1000 litres, c'est 0,05 centimes du litre de lait. Et ça, avec ça, je sauve la filière. 0,05 centimes du litre de lait. Si on n'arrive pas à mettre ça dans l'atmosphère, tout le début de notre conversation ne sert à rien. Et donc c'est pour ça qu'il faut batailler là-dessus. Parce qu'il n'y a aucune transition dont on a parlé qui sont nécessaires si on n'arrive pas, nous, à les accompagner en investissement, nous les accompagner en recherche, nous les accompagner en incitation et en alternative, et collectivement, nous, politiques, je veux dire, ça c'est notre responsabilité, nous, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de produits qui viennent de l'extérieur qui soient avec ces produits-là, mais il y a aussi une part de nous tous. Il y a une part de nous tous. Oui, la publicité aussi. Alors oui. Non, on ne peut pas dire... non, alors, non, je vais vous dire, on ne peut pas dire, parce qu'il faut... J'essaie de ne pas dire n'importe... Je ne peux pas dire, vous achetez seulement français dans la publicité, sinon les Italiens feront pareil et on aura un problème après ensemble. Dans l'espace européen, non. Oui, bien sûr, mais ça, on peut, oui. Je pense que, par exemple, sur le bio, la filière qui peine le plus aujourd'hui, c'est le bio. Donc, on va essayer de mettre des moyens complémentaires. Pourquoi ? Parce que, comme on a vendu sur la question inflation, le premier produit qu'on tape, c'est le bio. Les filières qui sont en train de disparaître aujourd'hui, c'est le bio. Pourquoi ? Parce qu'en lait, le bio, il est moins payé que le conventionnel. On est chez les zinzins, quand même. Pardon de vous le dire. Mais ça, c'est une question de faire la pression sur la grande distribution, de communication pour nous. Ça, c'est les deux sujets qu'on peut faire. Un sujet de conscience consommateur. Sinon, on ne va pas y arriver. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Je suis obligé de...